à toutes et tous et bienvenue dans le podcast de Decarbonize. Alors, dans le podcast de Decarbonize, ici on parle business, impact et climat avec celles et ceux qui prouvent que l'on peut gagner en performance tout en réduisant ses émissions. Alors, quand on parle d'empreinte carbone, on pense souvent aux usines, aux transports, à l'aviation, à l'agriculture. Mais qu'est-ce qu'il en est des services numériques, des logiciels et bien évidemment de l'intelligence artificielle que bon nombre d'entre nous utilisons tous les jours? Et aujourd'hui, j'ai l'immense chance et honneur d'être accompagné de Xavier Lombard de Lixi. Bonjour Xavier. Bonjour Frédéric. Alors Xavier, tu vas pouvoir nous en dire un peu plus sur Lixi, mais Lixi est une entreprise qui a vraiment décidé d'aller assez loin dans son projet de décarbonation, non seulement de mesurer ton empreinte carbone de l'entreprise, mais aussi l'empreinte carbone de ton service. Tu nous en diras un peu plus. Et de ce que j'ai cru comprendre, eh bien, ce que tu as découvert avec cette empreinte carbone, ça a surpris tes clients et ça a aussi renforcé ta position sur le marché. Alors ensemble, on va voir comment est-ce que bien, cette durabilité peut devenir non seulement un levier de confiance, mais aussi un levier de différenciation et de performance. Alors Xavier, on se connaît maintenant depuis un petit temps et je dois t'avouer que ton parcours m'impressionne et il y a plein de choses qu'on peut en raconter. Alors est-ce que tu peux résumer ton parcours entrepreneurial assez incroyable pour ceux et celles qui nous écoutent aujourd'hui? Ok. Le test de l'ascenseur. Donc français d'origine, grande école, et j'ai un peu commencé, pas tout à fait là où j'aurais peut-être voulu, dans un grand groupe EDF pendant une dizaine d'années. J'ai réussi à agrémenter ces 10 ans en travaillant à la fois dans des sujets intéressants, mais notamment au Canada. Et 3 expatriations aux États-Unis. Donc tout ça à chaque fois avec des retours à Paris. Et puis finalement, j'ai démissionné d'EDF pour rejoindre un grand groupe américain à Bruxelles. C'est comme ça que j'ai atterri, qui était aussi un peu dans l'énergie, qui a eu la bonne idée de me licencier au bout d'un an. Et donc là, c'est là que je me suis dit, OK, en fait, j'ai envie de créer une boîte. Donc ça a pris quelques mois, et on a créé une entreprise dans les énergies renouvelables avant la hype des énergies renouvelables, donc en 2002, et c'était le biogaz. Donc on construisait des centrales, voilà. Et cette entreprise a grandi quand EDF s'est vraiment intéressé aux renouvelables. EDF est revenu est venu dans le capital, mais disons que moi je suis retourné un peu dans le giron d'EDF en 2007. Et on est devenu le 3e acteur français, et EDF a pris le contrôle, puis c'est devenu Dalkia Biogaz, tout ça en 2013. Une année sabbatique, et là je me dis, on va redémarrer, mais ce coup-ci dans la tech. Et l'idée, c'était de pouvoir garder le contact avec mes 4 garçons. Et c'était une bonne pioche, puisque 2 ans après, mon fils aîné va nous rejoindre comme codeur, et le numéro 2 va venir nous rejoindre comme vendeur. Tous les deux sont, voilà, assez rapidement, on s'aperçoit qu'ils sont brillantissimes. Et donc, ça se passe bien. On revend cette deuxième entreprise il y a 4 ans. Et pendant que le process était en train de se clôturer, les 2 garçons m'ont dit, mais en fait, on va recréer une boîte, tous les 4. Mon épouse travaillant avec moi depuis la première boîte. Et donc, là, pas de vacances, pas de break. Et on a cette idée de créer un IA Note Taker. Donc, on est en 2021 quand l'idée nous traverse l'esprit. On crée la boîte en 2022 en se disant, bon, le speech to text, ça marche pas très bien, les résumés, ça marche pas du tout, mais c'est la direction, c'est le rêve, c'est inexorable, on est là, et quand ça va arriver dans 3 ans, on va aider à le faire émerger, on sera prêt. Bon, en fait, 1 an après, il y a OpenAI qui change la face de la tech, et donc nous, on est prêt en fait. Et depuis cette époque, on va avoir une tech très solide, de plus en plus solide, où finalement on concurrence un peu des grosses boîtes américaines qui ont pu lever 40-50 millions pour faire un IA Note Taker, mais qui avant faisaient d'autres choses. Bon, on pivotait. Nous, on s'est lancé pour faire un IA Note Taker avec une équipe très resserrée mais extrêmement douée. Voilà. Et aujourd'hui, les 4 fondateurs familiaux, on a été rejoints par une équipe fantastique, et on est plus de 40
tous à Bruxelles, depuis les codeurs aux vendeurs, pas de filiale, pas de freelance. Donc une boîte hyper efficace qui aujourd'hui, le retour du marché, c'est quoi? Alors, on a le meilleur produit du marché, un des moins chers si ce n'est pas le moins cher, et ça nous permet d'avoir une hyper croissance et donc des clients un peu partout en Europe. Bah, c'est une magnifique histoire et justement dans cette hyper croissance, tu m'as dit que pour toi l'impact que vous avez dans le monde, pas uniquement environnemental, mais dans le monde est important pour toi et c'est comme ça que tu t'es lancé dans la mesure de ton empreinte carbone. Qu'est-ce qui a motivé cette démarche? C'est des demandes clients, je sais que c'est une conviction forte chez toi et tes associés, c'est une vision stratégique. Qu'est-ce qui a motivé ça? Les deux. On commençait à sentir, il y a des clients qui disent moi je ne prends pas d'IA parce que ça pollue. Bon, on l'entend. D'autres qui vont dire mais je ne vais pas prendre l'IA Notecker parce que voilà, il y a de l'IA, ça pollue. Donc il y a une prise de conscience et c'est bien. Alors ensuite, il faut l'étayer par des mesures. Faut, à la fois puis de la réalité. Et puis il y a aussi mon passé. Donc moi, je viens de l'énergie, puis ensuite 11 ans à la tête d'une boîte d'énergie renouvelable. Voilà, ça me parle. Je sais ce que c'est que de l'énergie renouvelable. Je sais comment on en crée, comment on la mesure, une analyse de cycle de vie, tout ça. Pour moi, c'est des choses que j'ai beaucoup pratiquées, donc ça me parle. Et donc j'ai recherché un partenaire qui est cette fibre. Alors, bon, évidemment, vous, c'est votre métier, mais nous, on voulait vous aider, on voulait chercher quelqu'un qui aille plus loin que simplement faire un bilan carbone classique. Pourquoi? Parce que nous, en réalité, où est notre bilan carbone? Il est dans le cloud, quoi. Il est dans le cloud, il est dans l'IA, des sujets hyper nouveaux, enfin, très nouveaux, peu connus, peu réfléchi et donc opaque pour le grand public et voire enfin un peu pour tout le monde, quoi. Et donc voilà, c'est comme ça qu'on vous a rencontré. Enfin, on se connaissait un petit peu d'avant et qu'on s'est dit ok, il y a un chemin à faire ensemble pour creuser le sujet et montrer que on est capable de prendre ce sujet en avance de phase avant qu'on nous oblige de le faire, quoi. Oui, oui. Alors, je me souviens très bien de cette analyse qu'on a faite ensemble. Moi, les résultats m'avaient interpellé. Est-ce que tu veux bien un peu nous parcourir les grands enseignements que tu as eus justement de cette mesure carbone de l'IA et de l'IXI de manière générale et comment est-ce que tes clients réagissent par rapport à ça? Ouais. Alors, déjà, c'est vrai qu'on a quand même un certain nombre de boîtes moyennes ou grandes boîtes qui nous disent est-ce que vous pouvez nous partager votre bilan carbone? Donc, ils sont en règle générale ils sont déjà étonnés qu'on en ait un. Ça, c'est un bon point. Par contre, très étonnés qu'on en ait un cloud-based, puisque c'est voilà, le cœur de notre activité, c'est le cloud. Et tout se passe dans le cloud. Et donc, nous, finalement, notre impact, il est assez faible. Mais quand on multiplie nos dizaines de milliers d'utilisateurs tous les jours, évidemment, on pourrait imaginer un impact dingue. Et première très grosse surprise, l'impact n'est pas dingue. Il est même modeste, voire extrêmement modeste. Alors, tu as été surpris, j'ai été surpris, nous sommes surpris. En règle générale, quand on lit justement sur le sujet, donc il y a d'un côté l'image d'Épinal, c'est des serveurs dantesques, des méga centrales nucléaires, etc., qui sont créés pour. Mais là, on est en train de parler en fait j'allais dire de spam, d'usine à gaz, c'est le cas de le dire, mais c'est le son nucléaire, pour soit éduquer l'IA, soit toutes sortes de choses un peu délirantes. Nous, Lexi, quand on utilise le cloud, c'est pour faire du speech to text, c'est pour faire le streaming, par exemple, de la conversation qu'on a en ce moment. Et là, on paye en fonction de ce qu'on fait. C'est-à-dire que dès qu'on est inefficace, c'est super cher. Et d'ailleurs, il y a une logique. S'il faut des centrales nucléaires pour du cloud, c'est qu'il y a des gens qui payent des sommes hallucinantes pour faire potentiellement des conneries. Là où nous, si on se met à faire des conneries, ça va nous coûter extrêmement cher. Et c'est vraiment... Donc ça, c'est un premier truc que j'ai compris, c'est que quand Lexi est efficace, directement, il économise.
Donc, on a un enjeu de fou, on est aligné avec les enjeux de la planète, c'est-à-dire que plus on fait d'économies par rapport à nos process, plus, c'est directement proportionnel à l'empreinte carbone et donc à la consommation de CO2. Alors, qu'est-ce qu'on a découvert ? Je donne les grands chiffres, mais après, j'explique un petit peu comment. C'est que une grosse utilisation de Lexi, une quinzaine d'heures, vingtaine d'heures de meetings par mois, entièrement streamés, etc., avec toutes les étapes, c'est l'équivalent de 1 km en voiture. Donc, les personnes qui disent « Ah, mais je ne vais pas enregistrer ce call de 20 minutes », bon, il vient de sauver 100 mètres en voiture, ou même pas, il vient de sauver 50 mètres en voiture. Donc, premier élément, on se dit « Ah ouais, c'est quand même pas énormément ». Bon, je vais expliquer un petit peu pourquoi. C'est même pas beaucoup du tout. Deuxièmement, si grâce à Alexis, qui vous enregistre toutes vos conversations, qui vous facilite la vie, etc., vous vous dites « Ah, mais en fait, comme nous, à un moment, on s'était dit on va enregistrer ce podcast face à face. Puis en fait, on s'est dit « Ouais, mais finalement, il y a une meilleure qualité si on l'enregistre en visio. » Là, on vient d'économiser un transport qui probablement aurait fait 10 km, donc la consommation annuelle d'une licence Lexi. Et donc, si chaque utilisateur économise un petit trajet, déjà, il a un rendement positif avec Lexi. Mais si on parle d'un trajet économisé, typiquement en France, le trajet lambda entre deux clients B2B, c'est plutôt 50 km. Bon, là, c'est littéralement 10 ans d'utilisation de Lexi à chaque trajet économisé, quoi. Donc, alors, comment ça se fait que ça consomme si peu ? En fait, c'est assez logique. C'est-à-dire que nous, 1 heure de fonctionnement, c'est un processeur qui est dédié pour nous et qui va fonctionner pendant 1 heure pour streamer. Mais après, l'intelligence artificielle qui est derrière, qui va tourner, c'est des modèles qui ont été entraînés ailleurs. Donc, en supposant que c'est tout ça, si on ne le prend pas en compte, le modèle, lui, pour faire un résumé, d'1 heure, il va tourner pendant, l'ordre de grandeur, c'est 1 minute. Donc voilà, on se dit, ah ouais, en fait, quand j'utilise 1 heure d'intelligence artificielle, à partir du moment où le modèle a été entraîné, en 1 minute, on réserve un processeur, donc ce PC, quoi. Voilà, on réserve ce PC. On voit bien qu'il consomme quasiment rien. Et encore, ce PC, il y a des ventilos, il y a plein de trucs. Nous, on va réserver dans le cloud un petit processeur hyper optimisé et qui tourne en 1 minute et qui fait le résumé. Donc, on se met à comprendre tout à coup, ah oui, en fait, quand c'est bien fait et que c'est bien structuré et bien organisé, en réalité, ça consomme presque rien. Et là où j'ai été hyper choqué, c'est que les mails, c'est-à-dire que la consommation des mails qu'on reçoit, les 100 mails par jour, comparé à un Lexi, c'est très supérieur. C'est-à-dire que l'activité des mails d'une personne consomme beaucoup, beaucoup plus que quelqu'un qui a Lexi. Ça, c'est une autre punchline qui est assez impressionnante, mais qui est logique. C'est-à-dire qu'un mail, il est stocké de partout, il rebondit de partout, et vous l'effacez jamais. Et donc, il est redondant à différents endroits. Et en réalité, notre simple consommation de mail est colossale par rapport à une utilisation hyper laser focus d'un Lexi qui paye tout ce qu'il fait. Donc, il fait que des choses efficaces. Oui, oui, je suis assez d'accord avec cette analyse sur les mails. Les chiffres à chaque fois m'interpellent. Le nombre de mails envoyés, reçus pour un employé de bureau classique, on tourne à des dizaines de milliers d'unités par an. Parce qu'on ne pense pas au spam et on ne pense pas au fameux CC qui inonde finalement les entreprises avec des fichiers informatiques. C'est des sacrées bonnes punchlines et j'imagine que ces punchlines, tu les utilises en vente, en clientèle, pour acquérir de la confiance, pour accélérer les ventes, j'imagine. Comment est-ce que cet effort de décarbonation et l'effort du bilan carbone assistent toi et tes collaborateurs dans les relations avec tes clients et tes prospects? Nous, voilà, on a travaillé par exemple avec l'ADEME, donc pour pour les Belges qui sont moins familiers, c'est l'entité en France qui s'occupe justement de tout ce qui est, ils sont plus de 500 personnes, voire 800 je crois, pour les économies d'énergie, etc. Et eux ils nous ont très vite conseillé d'avoir la possibilité pour la partie stockage
de donner une granularité pour les clients, voilà, de 1 jour à 2 ans pour stocker la visio, l'audio, les transcripts et puis ensuite les prompts. Et c'est vrai qu'on s'aperçoit, alors on ne l'avait pas forcément vu venir, mais il y a des petites contraintes réglementaires pour certaines professions, donc c'est pratique. Mais en réalité, on a 10 à 20% de nos clients qui sont très sensibles à ça. Et ils se disent, OK, moi, je suis capable de choisir et d'influencer. Donc, le stockage, on considère que c'est entre 7 et 10% de notre impact carbone. Et bon, bah, voilà, en tant que client, j'ai la main sur 10% de. Et voilà, quelle est la durée? Est-ce que j'ai vraiment besoin de les stocker 2 ans? Si j'efface au bout de 6 mois les visios, j'ai gardé 80-90% de la valeur qui a été créée pour mon entreprise, mais j'ai réduit de 90% la partie stockage. Et ça, clairement, c'est une bonne compréhension de comment on peut réduire son impact carbone en rendant un service intelligent pour ses clients, quoi. Et ça me rappelle, parce que j'ai un peu vécu, mais quand j'étais à EDF, je pense que c'est en 1995-97, je vois apparaître les premières personnes chargées à plein temps de réduire l'empreinte carbone du site sur lequel je travaillais. Et les 2 premières années, ils ont économisé 3-4 fois leur salaire. En fait, si tu réfléchis à des économies, et nous on est à fond dedans, en rajoutant ces fonctionnalités, on donne l'opportunité à nos clients de réduire leur impact, mais nous, ça nous réduit nos coûts. Enfin, c'est vertueux. C'est vraiment un truc, moi, ça fait 30 ans que je l'ai en tête, mais il y a un cercle vertueux, réduire l'impact carbone, réduire les coûts. C'est comme ça qu'il faut le voir. Il faut, quand c'est fait intelligemment, évidemment, ça a du sens. Oui, ça a du sens. Tu parles de cercle le vertueux. Je voudrais un petit peu aborder maintenant l'impact que ça a eu en interne. J'imagine que tu as partagé les résultats avec tes collaborateurs. Certains ont participé à la collecte de données, plus ou moins activement. Comment est-ce qu'ils ont reçu l'accueil? Quel a été l'accueil sur cette initiative et qu'est-ce que ça a eu comme impact pour tes collaborateurs? En tout cas, à chaque fois qu'on montre qu'on est attentif à ça, on a voilà, ça clique, on se dit, ah ok, je suis quand même dans une boîte, je suis content d'y être. De la même manière, quand je fais des présentations, très souvent, j'ai mon petit slide qui présente justement l'impact carbone et je vois, ça intéresse les gens. Je pense qu'il y a cette prise de conscience de, ok, alors même si parfois on a l'impression d'être un petit oiseau qui amène sa toute petite contribution, certes, mais voilà, si tout le monde amène un problème complexe, il est résolu par la contribution de centaines et de milliers de personnes, quoi, de millions de personnes. Ouais, très juste, très juste. Si on dézoome un peu maintenant et qu'on regarde le secteur du SaaS et du numérique dans son ensemble, à ton avis, pourquoi est-ce que c'est important que ces entreprises mesurent leur impact carbone? Même si pour certaines, ça peut être relativement fait par rapport à d'autres secteurs, mais pour ceux qui nous écoutent, qui sont peut-être chefs d'entreprise ou collaborateurs d'une entreprise dans le numérique, pourquoi faire un bilan carbone aujourd'hui pour eux? En fait, moi, oui, de façon pragmatique, en faisant le bilan carbone, on trouve des lieux d'économie. Ces lieux d'économie sont quasi de CO2, de réduction de CO2 sont quasi systématiquement synonymes d'économie monétaire et donc de meilleure performance économique pour une entreprise. Donc, il y a clairement, en tout cas dans un premier temps, il y a toujours un alignement des intérêts, c'est-à-dire que moins d'impact CO2, moins de coûts. Voilà, pourquoi pas le faire, quoi. Et parfois, justement, il faut, c'est l'État qui nous pousse à le faire et en fait, ça nous emmerde. Là où une fois que c'est bien compris, il faut le faire dans l'autre sens. C'est ok, je réfléchis à comment je peux faire des économies, enfin réduire mon impact CO2 et en fait, coup de chance, on va réduire au passage la facture de certains fournisseurs, etc., etc. Optimiser des services, tout ça est porteur de sens. Après, donc ça c'est le 1, des économies. Donc, voilà. Le 2, vous avez une très forte adhésion du personnel, c'est top.
Et le 3, évidemment, vous avez aussi les clients qui, certains sont extrêmement sensibles à ça. Et ça peut vous aider à vous démarquer clairement de la concurrence. Eh bien, je pense que le message, en tout cas, m'a l'air très limpide et très clair et il est bien passé aujourd'hui. Avant de te laisser le mot de la fin, Xavier, par rapport à l'expérience que tu as eue avec nous, avec Decarbonize, je suis juste un peu curieux de savoir qu'est-ce que tu as trouvé le plus utile dans l'accompagnement et dans l'outil à travers le bilan carbone de ton entreprise et de ton produit Lexi. Bah, en tout cas, enfin, vous avez déjà le module, je veux dire, classique et très facile d'utilisation, donc c'est très agréable. Le fait qu'on ait une demande quand même très pointue, vraiment pas facile à faire et que vous avez réussi à le faire, c'était pas gagné d'avance. Donc c'est plutôt là, chapeau bas. Bravo pour le bilan cloud-based. Qui était franchement pas si évident. Nous, on a tout revérifié. Enfin, on s'est aussi bien penché dedans et c'était du bon boulot, quoi. Bah écoute, je te remercie de nous faire confiance. Je te remercie aussi, toi et tes équipes, de mettre sur le marché un produit qui est fantastique, que personnellement j'utilise énormément et pour lequel j'ai énormément de satisfaction. Avant la conclusion, un mot de la fin, Xavier? J'ai l'impression que j'avais déjà un peu conclu, mais bah, écoutez, on est clairement heureux de collaborer avec Decarbonize. Ah bah écoute, je te remercie. Je te remercie et je trouve que ce que montre l'exemple de Lixi, c'est que vraiment la durabilité, c'est pas qu'une question de reporting, c'est une preuve de crédibilité, un moteur d'innovation et un signal fort du leadership. En tout cas, c'est ce que je retiens de ce que tu viens de partager ici avec nous. Alors maintenant, à ceux qui nous écoutent, bah, si vous voulez en savoir plus sur la manière dont les entreprises comme Lixi et d'autres mesurent et valorisent leur empreinte carbone, eh bien, rendez-vous sur notre site web d-carbonize.eu. Vous allez retrouver beaucoup d'autres exemples de création de valeur en utilisant des principes de décarbonation, non pas comme une finalité, mais comme un outil. Merci Xavier pour ce partage d'expérience plus qu'inspirant. Je te remercie chaleureusement. Merci, au revoir.